Bien, bonjour à tous. Je vais très rapidement vous dire comment les stagiaires ont travaillé et les principales conclusions qu'ils ont tirées de cette étude. Alors cette étude a été focalisée parce qu'on ne pouvait pas s'occuper de tous les ports sur le Havre, enfin dans le contexte d'Aropa d'une part et Marseille d'autre part. L'idée était de regarder qu'est-ce qui s'était passé à la suite de la réforme étant terminée, comme vous le savez, en 2011, et quelles conclusions peut-on en tirer? Bon, il a été relativement difficile pour les stagiaires de trouver des chiffres, mais ils ont fait énormément d'interviews, et c'est un peu le compte-rendu de ces interviews qu'ils ont mis dans le rapport et que je vais rapidement, et vous avez le résumé qui vous a été envoyé, et sinon que vous pouvez trouver sur la table, que vous pourrez consulter. Alors, je ne sais pas si devant cette Assemblée, il est utile de redonner les objectifs de la réforme de 2008, pas en deux mots. Elle avait, disons, deux objectifs essentiels, l'un étant d'unifier la manutention portuaire, qui était alors divisée entre la manutention opérée par les dockers étant eux-mêmes, depuis la réforme de 92, en principe, dans les entreprises de manutention, sauf des reliquats de bureaux centraux de la main-d'œuvre ici ou là, et puis la manutention opérée par les grutiers qui étaient employés par l'autorité portuaire et qui opéraient des grues et des portiques appartenant à cette autorité portuaire. Donc la réforme avait pour but d'unifier cela et de transférer les grutiers, les portiqueurs et bien entendu les outillages correspondants vers les opérateurs privés de manutention en leur donnant évidemment ce rôle important de, voilà, en pleine responsabilité du chargement, du déchargement des marchandises. Le port, alors, se recentrant sur des objectifs stratégiques, des objectifs d'aménagement de son territoire, des objectifs de développement, bien entendu, en partenariat avec le privé. Et bien entendu, c'est comment dirais-je, son rôle régalien. Et puis le deuxième objectif de la réforme était de modifier la gouvernance qui est devenue une gouvernance avec un conseil de surveillance et un directoire. Alors, que peut-on dire sur l'attractivité des grands ports maritimes après la réforme? D'abord, je crois qu'on peut dire qu'en matière de fiabilité sociale, le pari a été gagné. Il n'y a pas eu de grève significative depuis la mise en œuvre de la réforme, c'est-à-dire printemps, avril, mai 2011. Et c'est un point tout à fait important qui a été remarqué par l'ensemble des clients. En ce qui concerne la fiabilité technique, disons que les avis des utilisateurs sont un peu partagés. D'une part, ils considèrent qu'elle s'est améliorée. D'autre part, ils se plaignent, évidemment, si j'ose dire, si j'étais manutentionnaire, je ferais la même chose, de l'état dans lequel certaines grues, certains portiques leur ont été transférés. Et puis, ils se plaignaient aussi, mais ceux-ci ne vont plus le faire depuis quelques semaines, Hervé, parce que au port du Havre, notamment, ce n'était pas le cas à Marseille, l'entretien de ces grues et portiques était encore fait par le port, alors que les grues, les portiques, les grutiers appartenaient, si j'ose dire, aux entreprises de manutention. Cet état de choses est terminé depuis quelques semaines. Donc, jusque-là, les personnes interrogées considéraient que la situation au GPM de Marseille-Fos était meilleure. En ce qui concerne la productivité, c'est-à-dire le nombre de mouvements de conteneurs par heure effectués pendant une escale, qui dépend évidemment du nombre de portiques qu'on met sur un navire, mais aussi évidemment du nombre de mouvements par portique. Il est très difficile d'avoir des chiffres, chacun cache un peu sa copie. Peut-être que dans les tables rondes, il y aura des chiffres qui sont donnés, mais ce qui semble faire un peu l'unanimité, c'est une amélioration de l'ordre de 20% par rapport à la situation antérieure, ce qui est tout de même tout à fait considérable. On n'est sans doute pas au bout des gains de productivité parce que les personnes interrogées ont fait remarquer que ce travail en commun sous la même autorité
entre Grutier et Docker et devait aussi lui-même être rodé, ça prend du temps, et que des gains de productivité pour atteindre les meilleures performances des ports concurrents allaient encore être faits, on peut l'espérer, dans les prochaines années. En ce qui concerne le coût de passage portuaire, là, c'est un point difficile dans lequel il n'a pas été possible pour les stagiaires d'avoir des chiffres. En ce qui concerne les droits de port, on peut considérer que les droits de port sont restés à peu près stables depuis la réforme. Alors, les armateurs ont le sentiment que la façon de calculer les droits de port les pénalise, qu'il faudrait regarder non pas des remises par ligne, mais des remises sur l'ensemble de leur trafic. Bon, tout ceci peut se discuter, évidemment. En tout cas, ils sont évidemment très désireux d'avoir des droits de port aussi faibles que possible. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que la réforme a été une réforme qui a été coûteuse pour des établissements portuaires pour différentes raisons. La nouvelle grille, la nouvelle convention collective et également, ce n'est pas lié à la réforme, mais ça arrive en même temps, la nouvelle donne énergétique. La nouvelle donne énergétique qui fait que les flux de pétrole brut entrant dans les ports, notamment au Havre et à Marseille, a nettement diminué par rapport à ce que c'était auparavant, et donc les recettes également. Je reviendrai plus loin sur le problème des THC. En ce qui concerne l'offre de services globale, je voudrais simplement insister sur un point qui a été souligné, c'est le manque de réactivité des autorités portuaires. Ce manque de réactivité a été indiqué, décrié par l'ensemble des clients rencontrés qui se sentent pas assez entendus, qui, quand ils demandent quelque chose, ils trouvent que ça prend un temps fou avant qu'on puisse leur donner satisfaction. Et donc, ils considèrent qu'il y a eu des améliorations des gammes de services depuis la réforme, mais que, voilà, il y a un problème de réactivité, de plus grand dynamisme qu'il faudrait mettre en œuvre. En revanche, en ce qui concerne les formalités administratives, le déploiement d'AP+, au Havre et maintenant à Paris, à Rouen, à Marseille, etc., et dans l'Interland de Marseille, fait l'unanimité. Les stagiaires ont même noté qu'à Marseille, le temps d'attente des camions pour le dédouanement était dépassé de 1 heure ou 1h30 à 12 à 18 minutes. Alors, on en tire déjà des conclusions et des observations intéressantes. C'est qu'à Marseille, l'offre de lignes régulières est en croissance, les escales ont des capacités plus importantes et sur les 9 premiers mois de l'année, le trafic conteneur à Marseille a augmenté de 5% à peu près, un peu plus de 5%. Quant au Havre, mais M. Snyder se dira lors de la table ronde les lignes nouvelles apportées par MSC, notamment en ce qui concerne le transbordement. Et donc au Havre, le nombre de conteneurs a augmenté de plus de 8% sur les 9 premiers mois et le nombre de transbordements est en hausse de 54%. Alors, en revanche, un point qui a été évidemment souligné par tous et qui est problématique, c'est les dessertes terrestres. Alors, les dessertes terrestres, d'abord pour Marseille, quelques points. La desserte routière qui comporte encore une route à 3 voies extrêmement dangereuse et tout à fait incapable de desservir correctement l'ensemble des terminaux. Pour ce qui concerne le transport fluvial, il y a l'interland fluvial est important puisqu'il va non seulement jusqu'à Lyon mais jusqu'à Saint-Jean-de-Laune sur la Saône. Bon, et la voie d'eau permet la circulation des bateaux 7 jours sur 7, mais le nombre de navettes fluviales n'est que de 12 par semaine actuellement, et je voudrais par comparaison rappeler qu'à Anvers, il est de 190 navettes fluviales hebdomadaires. Et une des raisons, c'est sans doute pas la seule, mais une des raisons, c'est le problème des THC, le problème de supplément aux charges de manutention lorsque l'on utilise les barges. C'est un problème qui
voilà, est toujours pendant. Il y a eu des rapports qui ont été faits, notamment le rapport de Patrice Rollin, mais voilà, le problème n'est pas réglé et c'est un point qui pénalise véritablement la voie d'eau. Parmi les points positifs, cependant, pour la voie d'eau et toujours sur Marseille, il faut signaler la mise en place en 2008 de Metlink Ports, qui rassemble 9 plateformes multimodales le long du Rhône et de la Saône et qui offre de nombreux services, logistique à valeur ajoutée, système de dédouanement, système d'information et de suivi de la marchandise. Et donc, sur les ports desservis par Metlink Ports, le trafic fluvial de conteneurs en 2011 a augmenté de 12%. En ce qui concerne le ferroviaire, le port de Marseille comporte 94 navettes, 200 à Anvers, mais le réseau actuel interne du port a de nombreux problèmes parce qu'il y a une voie unique. Là aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas durer si l'on veut véritablement augmenter la part du ferroviaire dans la desserte, le pré- et post-acheminement portuaire. En ce qui concerne le Havre, le fluvial et le ferroviaire ne représentent que 15% des flux. Le Havre compte actuellement 45 navettes fluviales, et donc c'est quand même relativement important. Mais comme chacun sait, il y a pour, je dirais, augmenter cette part du fluvial, et en dehors de l'aspect THC que j'ai déjà signalé, il y a un débat entre l'accès direct à Port-de-Mille, donc par une chatière, une écluse, etc., que certains disent comme absolument indispensable et le plus rapidement possible, et d'autre part, les améliorations que va apporter à court terme le terminal multimodal qui devrait être mis en service dans le courant vers la fin de l'année prochaine. Voilà, donc c'est ce débat qu'il va falloir examiner et trancher le moment venu. En ce qui concerne le ferroviaire, le Havre ne compte que 30 navettes par semaine, ce qui est tout à fait faible, mais ça s'explique notamment par le fait que les sillons sont très rares, l'infrastructure complètement encombrée, notamment entre Mantes et Paris, d'où un certain nombre de travaux nécessaires, notamment sur Serqueux-Gisors, par exemple. Alors voilà un petit peu les constatations qui ont été faites. Les recommandations en découlent, je dirais, immédiatement. Je ne vais pas tout répéter. La première, c'est le souhait général qu'il y ait un dialogue plus approfondi, plus riche, pour définir la stratégie entre les autorités portuaires et les clients de toute nature, y compris les chargeurs. Ça, c'est un point très important, la jonction, alors dans le sein du Conseil de développement, mais aussi un peu au-delà, entre l'ensemble du secteur privé, y compris les chargeurs et les autorités portuaires. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'amélioration de la réactivité de ces autorités portuaires. Sur la fiabilité et la productivité, je dirais sur la fiabilité, c'est des acquis à conserver. La productivité doit s'améliorer, mais là, la balle est complètement dans le camp des manutentionnaires qui ont toutes les cartes en main pour améliorer cette productivité. En ce qui concerne les dessertes terrestres, là, il y a des enjeux formidables et je ne pourrais citer que 2-3 sujets. D'une part, les sujets infrastructurels, que ce soit à Marseille, avec l'amélioration pour la desserte fluviale d'un petit canal de jonction entre la Darse 2 et le canal qui remonte vers le Rhône, le problème des THC, l'amélioration à la fois de la desserte routière et le doublement au moins de la voie unique qui dessert les terminaux conteneurs, et du côté du Havre, à la fois Serqueux-Gisors et puis l'examen de ce que va apporter dans le courant de l'année prochaine, vers la fin de l'année prochaine, le terminal multimodal, pour voir si, au-delà de ce terminal multimodal, il convient effectivement de faire la chatière pour véritablement dynamiser le fluvial, sans oublier le problème des THC. Développement de la logistique, de l'offre globale de services et le port dans son territoire. Là, je voudrais dire deux choses. D'une part, l'amélioration des entrepôts logistiques, le développement de la logistique, le développement de l'industrie suppose, d'une part, évidemment, que le port soit attractif, qu'il s'en donne les moyens, mais aussi qu'il y ait du foncier.
qu'il y ait du foncier et que ce foncier soit géré de façon telle que l'on puisse simultanément, si j'ose dire, traiter les problèmes industriels, les problèmes logistiques et les problèmes environnementaux. Hein, et tout ceci dans l'esprit d'une dynamisation des territoires et donc en partenariat avec les élus locaux. Donc il y a un challenge un peu difficile, c'est en partenariat avec les élus locaux de développer la logistique, l'industrie, mais pour cela de développer le foncier et d'arriver à, comment dirais-je, à trouver des procédures adéquates et un dialogue environnemental de haut niveau pour, je dirais, régler les problèmes qui se posent, les problèmes d'opposition de temps en temps entre, et même assez souvent, entre le développement industriel et logistique et le souci de la biodiversité. Je voudrais, pour terminer, insister sur, cela a été aussi dit par les uns et par les autres, sur l'importance de la communication. La communication n'est pas tout, mais à partir du moment où les ports vont mieux, eh bien, il faut le faire savoir. Et si je prends l'exemple, je parle sous le contrôle évidemment des responsables, mais si on prend l'exemple d'Aropa, le fait d'avoir fait Aropa, avoir un nouveau nom et en même temps que la réforme portuaire, eh bien, tout de suite, ça donne une nouvelle image et le port, ou l'ensemble des 3 ports, s'en porte mieux. Voilà, je termine là pour vous indiquer les conclusions des entretiens donc, Céline et Amadou ont eu avec certains d'entre vous, qu'ils soient armateurs, chargeurs, manutentionnaires, et j'espère ne pas avoir déformé vos propos en les synthétisant. Merci.